Sous la surface, des secrets plus sombres se cachent. Bienvenue dans Dossier Mystère. Je suis votre animateur Étienne. Dites-moi d'où vous nous écoutez. Vos commentaires donnent vie au mystère. Plongeons dans le vif du sujet. C'était le genre de matinée qui faisait rayonner tout le village de Little Melford, de calme et de contentement. Le soleil de mai brillait sur les flaques d'eau suite à la pluie de la nuit dernière. Les haies regorgèrent de vie et les préparatifs, annuels de la fête d'été, avancèrent sur la place de la ville. Des banderoles flottaient entre les cheminées, l'odeur des scones frais s'échappait de la salle paroissiale et près du monument aux morts, le comité paroissial luttait contre un panneau capricieux pointant de manière plutôt inquiétante vers Dunk le plongeur. « C'est très amusant », a déclaré joyeusement le révérend Calthorpe en frappant dans ses mains. « Et M. Harding a si généreusement accepté de se produire ?» Le révérend chercha du regard autour de lui et le trouva, souriant derrière une haie. Aiguille à tricoter, dans le regard doux et légèrement distrait de Miss Marple. Elle était assise sur un banc à proximité, ses genoux remplis d'un nouveau morceau de tricot en dentelle, apparemment absorbée par ses poings, tout en regardant, comme toujours, le monde se dérouler. Simon Harding, l'invité d'honneur, si on peut l'appeler ainsi, était arrivé à Little Melford seulement 6 mois plus tôt. Les rumeurs s'étaient vite répandues, un plongeur à la retraite, un aventurier, un homme qui aurait voyagé jusqu'aux points les plus éloignés, de la carte pour s'installer ici parmi les jardiniers et les confituriers. Il était bronzé et en forme, avec un sourire en coin et une poignée de main chaleureuse. Certains le qualifiaient de charmant, certains l'ont qualifié de suspect. Retenez bien mes paroles, avait confié Madame Bantry à Miss Marple la veille. Personne ne vient à Little Melford à moins de fuir quelque chose. Maintenant, alors que M. Harding se tenait au sommet du Divers Booth, construit à la hâte, riant de bon cœur tandis que les citadins faisaient la queue pour lancer des balles de tennis détrempées sur une cible et le plonger dans un grand baril d'eau luisant, il apparaissait l'image même de la bonne humeur. Les enfants hurlaient de joie à chaque fois qu'il éclaboussait le tonneau. Même Madame Edgecombe, la sévère directrice de l'école de filles, s'autorisa un sourire crispé. Miss Marple continuait à tricoter, mais écoutait attentivement. Les bavardages inutiles autour d'elle. « J'ai entendu dire qu'il était impliqué dans une terrible affaire au large de Marseille », murmura Madame Price Ridley, pas assez discrètement. « Chasse au trésor, ont-ils dit. Une épave. Et quelque chose s'est mal passé, » répondit le colonel Melchett avec un front plissé, sa voix inhabituellement basse. Tout cela était tout à fait charmant, les plaisanteries, les rires, les vieux secrets se mêlant à de nouveaux potins. Rien, pensa doucement Miss Marple, ne pourrait perturber une telle matinée. Et puis c'est arrivé. Cela s'est produit juste après l'annonce des premiers prix du concours de pâtisserie. Un cri, aigu, perçant, déchira la place coupant le babillage des voix et le doux tintement des tasses de thé. Toutes les têtes se tournèrent vers la cabine de trempage. Là, flottant immobile dans le baril d'eau, se trouvait Simon Harding. La place entière s'est figée. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, dans un sursaut d'activité, le docteur Hayward, le médecin généraliste âgé du village, s'est précipité en avant, se frayant un chemin à travers la foule rassemblée. Le révérend laissa tomber son assiette de sandwich. Madame Bantry halta et serra le bras de Miss Marple, qui posa simplement son tricot et se leva, stable et posé. « Écartez-vous, laissez-le respirer !» quelqu'un a crié. Mais il est vite, devenu clair, trop vite, que la respiration n'était plus un problème. Le docteur Hayward s'agenouilla près du tonneau, marmonnant quelque chose d'urgent et sinistre dans sa barbe. Morte point Simon Harding, le plongeur de Little Melford, était allé trop loin et n'était pas remonté. En 1 heure, le Summer Fair fut oublié. Le bruant pendait, mou et détrempé aux arbres. Les tables de tartes et de bagatelles étaient abandonnées, les guêpes se rassemblant avidement autour de la crème. Quelques enfants, sentant les émotions fortes des adultes, se tenaient solennellement sur les bords, chuchotant.
Miss Marple était assise tranquillement dans le salon du presbytère, convoquée comme la moitié du village par le constable, le sergent Bridger. C'était un homme corpulent, au visage rouge, d'une intelligence raisonnable mais enclin, comme beaucoup à Little Melford, à accepter l'explication la plus simple. « Mon cœur a lâché, c'est ce que je pense », dit-il en sortant son cahier. Eau froide, tension d'excitation. Un homme de son âge, cela arrive. Miss Marple, assise d'un air sérieux, les mains gantées jointes, ne discuta pas. Elle inclina simplement légèrement la tête et regarda Madame. Vertry, toujours tremblante, se pencha vers elle. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas, Jane ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je trouve qu'il est toujours sage, chère Dolly, de croire le moins possible jusqu'à ce qu'on en sache plus. » De l'autre côté de la pièce, des murmures s'élevaient. Monsieur Pritchard, l'avocat, marmonnait sur la responsabilité de l'événement. Le jeune Tommy Greaves, qui lançait des balles sur la cible quelques instants auparavant, sanglotait dans les jupes de sa mère. Il serait facile, pensa Miss Marple, d'appeler cela un accident. Et en effet, c'était ce que la plupart préféreraient. Simple, aucun désagrément, mais il y avait eu quelque chose, une petite chose, un détail qui ne collait pas tout à fait. Quelque chose qu'elle avait remarqué presque sans s'en apercevoir, tandis que ses aiguilles à tricoter s'entrechoquaient à leur rythme automatique et réconfortant. Elle repensa au rire de M. Harding, si fort, si insouciant, puis à la soudaine raideur de son corps alors qu'il tombait. Pas une chute agitée et haletante, un froissement, un effondrement. Miss Marple pinça les lèvres. Il n'avait pas l'air d'un homme surpris par de l'eau froide. On aurait dit un homme qui avait déjà perdu la force de lutter. Plus tard, dans la soirée, alors que les lumières du village s'éteignaient et que seul le bruit occasionnel des bottes d'un policier résonnait contre les pierres, Miss Marple était assise à son bureau, sa lampe dessinant un petit cercle doré dans l'obscurité. Sur une feuille de papier bleu fin, elle écrivit soigneusement 2 listes. L'un d'eux était intitulé « Cause possible de décès », l'autre « Motif possible du meurtre », parce que Miss Marple, qui avait passé sa vie à observer les petits drames secrets et vicieux qui fleurissaient, derrière les rideaux de dentelle de villages apparemment paisibles, savait une chose avec une parfaite certitude. Simon Harding ne s'était pas simplement noyé, et à Little Melford, quelqu'un avait une très bonne raison de s'assurer de rester, au fond de ce tonneau. Le lendemain matin, Little Melford vibrait positivement de spéculation. Il n'était pas fréquent que le village ait quelque chose de plus scandaleux à discuter qu'un livre de bibliothèque tardif ou la marmelade douteuse de Madame Pennington. Mais une mort, et, au même Summer Fair, rien de moins, était suffisamment de carburant pour faire remuer les langues à un rythme record. Le Blue Boar Inn était le point de rassemblement naturel des lève-tôt. Autour de tasses de thé fort et de sandwich au bacon mou, les théories ont fleuri comme de la mauvaise herbe. Une affaire choquante, marmonna M. Tilbury, le boucher local, en se tamponnant le front avec un mouchoir déjà mouillé par l'effort. Je n'ai jamais fait confiance à un homme qui raconte des histoires de naufrage et de fortune. Retenez bien mes paroles. Il y a toujours quelque chose de glissant chez les aventuriers. Madame Edgecombe, perchée raide au bout du bar, renifla bruyamment. Si vous me demandez, c'était du surmenage. Les hommes d'un certain âge ne devraient pas se comporter comme des clowns de cirque. C'était du poison, s'écria Miss Barton, la vieille bibliothécaire, les yeux brillants derrière d'épaisses lunettes. J'ai lu une histoire une fois, dans le résumé hebdomadaire des dames, à propos d'un plongeur empoisonné avant une compétition. Retenez bien mes paroles, c'est toujours du poison. De l'autre côté de la pièce, le sergent Bridger était assis, sombre, en train de boire une pinte d'amer. Bien qu'officiellement en congé, ses oreilles étaient grandes ouvertes. Il griffonnait des notes occasionnelles sur son bloc-notes, usé, plus par habitude que par réel espoir de trouver de nouvelles informations parmi les potins. Quant à Miss Marple, elle avait pris son thé dans un coin, tricotant de nouveau à la main, l'air toujours aussi doux.
Elle a écouté. Bien sûr, on en a appris beaucoup plus en écoute que par demander. À midi, les théories avaient évolué vers des récits à part entière, tous plus fantastiques les uns que les autres. Simon Harding, semble-t-il, avait été un fugitif cachant d'une fortune naufragée qui a mal tourné, un amant abandonné cherchant à se venger d'une pauvre fille du village, ou, dans la version la plus farfelue, un contrebandier secret utilisant la sacristie du vicaire pour cacher des marchandises illicites. Miss Marple, qui connaissait bien l'obsession de l'ordre du révérend, ne put s'empêcher de sourire légèrement à cette dernière suggestion. La vérité, pensa-t-elle, est presque toujours plus simple et plus tragique que l'invention. Vers 2 heures, elle se promena tranquillement dans le village, saluant amicalement les visages familiers qu'elle croisait. Elle s'arrêta pour discuter avec Madame Bantry, qui réarrangeait des soucis fanés devant la porte de l'église. « Ma chère Jane », s'est exclamée Madame Bantry, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Avez-vous entendu parler des dernières nouvelles? Monsieur Harding avait des ennemis. Oui, de vrais ennemis. Madame Price Ridley a dit qu'elle avait entendu une terrible dispute au bureau de poste la semaine dernière. »« En effet ?» dit doucement Miss Marple. « Et avec qui Monsieur Harding se disputait-il? Eh bien, c'est ce qui est curieux. » Madame Bantry fronça les sourcils. Elle n'a pas vu, mais elle a dit que c'était un voix local. Certainement pas un type londonien, quelqu'un d'ici. Miss Marple a soigneusement caché l'information. Une rancune locale, une querelle, et maintenant, un homme mort. Les choses commençaient à prendre leur forme. Pendant ce temps, au cottage Harding, un petit endroit soigné, recouvert de lierre de l'autre côté du green, l'inspecteur Cray du quartier général du comté était arrivé. Grand, mince et avec l'air las d'un homme qui n'aime pas les affaires en désordre, il inspectait les lieux d'un œil critique. « Rien qui suggère un acte criminel », dit-il enfin en jetant un coup d'œil sur les humbles environs. « Aucun signe de lutte, aucune substance suspecte dans le garde-manger. Le médecin parle d'insuffisance cardiaque, mais en attente d'autopsie, naturellement. Le sergent Bridger, désireux d'impressionner, hocha vigoureusement la tête. « Les villageois sont convaincus qu'il s'agit d'un meurtre, » dit-il presque en s'excusant. L'inspecteur Cray grimaça. Les villageois seraient convaincus de la sorcellerie si cela convenait au ragot. Gardez un œil sur les choses, Bridger. Mais entre vous et moi, il n'y a probablement rien de plus sinistre qu'un cœur faible et un choc froid. Ce soir-là, Miss Marple reçut 2 visiteurs dans son cottage, le révérend Calthorpe, au visage rouge d'inquiétude, et Madame Edgecombe, dont les traits anguleux semblaient aiguisés par l'anxiété. « Je dois dire, Jane, » commença le révérend, en faisant les 100 pas avec inquiétude, « je me sens responsable. C'était mon idée d'avoir le dunk tank. Si je n'avais pas... »« C'est absurde, » dit sèchement Miss Marple. « Vous ne pouvez pas... » Qu'à être tenu responsable de la malheureuse fragilité de la constitution de M. Harding. Madame Edgecombe se pencha en avant, ses mains osseuses étroitement jointes. « Mais et si ce n'était pas sa constitution ?» murmura-t-elle. Miss Marple et le révérend se tournèrent vers elle. « Je veux dire, » continua-t-elle en baissant encore plus la voix, « et si quelqu'un aidait avec lui ?» La pièce devint silencieuse. Miss Marple la regardait fixement. « Avez-vous une raison de le penser, Madame Edgecombe ?» La directrice hésita. Il y avait des histoires. Monsieur Harding s'est fait des ennemis. Pas seulement dans le passé, vous comprenez, mais ici, dans le village. Certaines dettes, certains accords qui n'ont pas été honorés. Compréhension? Demanda doucement Miss Marple. Madame Edgecombe pinça les lèvres. L'argent, Miss Marple, cela revient toujours à l'argent. Plus tard, lorsque ses invités furent partis, Miss Marple s'assit tranquillement avec son thé du soir. Elle pensa à Simon Harding, joyeux, bruyant, et pourtant sur ses gardes. Un homme plein d'histoire, mais vide peut-être de vérité. Elle pensa à l'étrange effondrement survenu au stand de Dunk.
de la dispute à la poste, de la voix locale élevée en colère, et surtout elle pensait aux villageois eux-mêmes, souriant, en deuil, chuchotant. À Little Melford, comme partout ailleurs, il y avait des secrets enfouis plus profondément qu'aucun plongeur ne pourrait atteindre. Et quelqu'un, Miss Marple en était persuadée, cherchait désespérément à garder l'un de ces secrets submergés. Le lendemain matin, le temps était humide et gris, une brume s'accrochait au-dessus des tailles de Little Melford, comme si le village lui-même retenait son souffle. Dans la chaleur douillette de son salon, Miss Marple lut la première page du Gazette du Petit Melford, qui avait imprimé à la hâte une édition spéciale « Tragédie de Fire ». Un plongeur local est mort dans un accident d'immersion. Les autorités enquêtent. Elle plia le papier avec un petit soupir. Les mots étaient nets, prudents et totalement inutiles. À 10 heures précises, le sergent Bridger arriva à sa porte. Ses bottes laissaient des empreintes boueuses sur la marche en pierre propre, et son carnet battait comme un oiseau réticent dans sa main. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en secouant la tête. « Je me demande si je pourrais avoir un mot. »« Mais bien sûr, sergent, » répondit-elle agréablement. « Entrez. Je viens de préparer une nouvelle théière. » Une fois assis, thé à la main, une tranche de gâteau aux graines à son coude, Bridger s'éclaircit la gorge. « Nous considérons cela comme accidentel pour l'instant, » a-t-il déclaré. « Ordre de l'inspecteur Cray. Pourtant, étant donné les discussions du village, eh bien, il est judicieux de vérifier s'il y a quelque chose d'étrange. » Miss Marple sirota son thé. « Très sensé. Le corps de Harding a été envoyé à la morgue du comté, » a poursuivi Bridger. « Résultat. De l'autopsie en attente. Cela pourrait prendre quelques jours. »« Beaucoup de choses peuvent arriver en quelques jours, » murmura Miss Marple. « C'est vrai, » approuva Bridger. « Alors, au cas où il y aurait quelque chose que tu aurais remarqué, quelque chose de déplacé, » il la regarda avec espoir, comme s'il s'attendait à moitié à ce qu'une révélation jaillisse de la dentelle de ses poignets. Miss Marple, pour sa part, savait qu'il valait mieux ne pas lui tendre la main si tôt. La connaissance, elle l'avait appris depuis longtemps, était mieux appliquée comme une crème sur une brûlure, avec parcimonie précisément au bon moment. Au lieu de cela, elle tendit une petite pince à lèvres et dit « Seulement que M. Harding ne semblait pas du genre à s'effondrer à cause du seul choc de l'eau froide. » Bridger fronça les sourcils. « Comment veux-tu dire ?» Elle choisit ses mots avec soin. « Un homme en forme, sergent, couleur saine, bon appétit, vigoureux au sens commun du terme, pas quelqu'un qui se plaignait d'essoufflement ou de malaise. On se demande si peut-être, juste peut-être, un autre facteur était en jeu. » Bridger se gratta derrière l'oreille, l'air profondément troublé. « Je garderai cela à l'esprit, mademoiselle, » dit-il finalement en se levant pour partir. « Je vais garder les oreilles ouvertes. »« J'en suis sûr, » dit gentiment Miss Marple en lui faisant sortir. Après le départ de Bridger, Miss Marple enfila ses chaussures et son châle confortable et s'aventura elle-même dans le village. C'était une vieille vérité. Les gens parlaient plus librement dans les affaires ordinaires de la journée. Son premier appel a eu lieu au bureau de poste, où la jeune Ivy Baxter, la nièce du vicaire, gérait le comptoir. Ivy, âgée d'à peine 19 ans et animée par l'importance de son poste, se pencha en avant avec impatience lorsque Miss Marple mentionna Simon Harding. « Oh, Miss Marple, » souffla-t-elle, « c'était affreux. Et vous savez, il n'était pas vraiment très poli. Il agit toujours comme s'il était meilleur que le reste d'entre nous. J'ai été assez contrarié la semaine dernière, lorsque je lui ai demandé s'il voulait que son colis soit assuré. »« Un colis ?» demanda légèrement Miss Marple. « Un petit, » dit Ivy, adressé à un avocat de Londres. « Mais il a fait tellement d'histoires. Il a dit que cela ne me concernait pas et qu'il devait s'occuper de mes propres affaires. » Miss Marple absorba cela en silence. Un avocat. À Londres. Colis envoyé. Des secrets enveloppés non seulement dans une conversation, mais aussi dans du papier craft et de la ficelle. Curieux, en effet.
Elle s'est ensuite arrêtée à la salle paroissiale, où Madame Price Ridley a rangé des fleurs pour le prochain service dominical. « Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait tant d'histoires », a déclaré Madame Price Ridley en serrant ses ciseaux avec un claquement décisif. « Ces types d'aventuriers finissent toujours mal. Ce n'était qu'une question de temps. »« Tu le penses ?» demanda doucement Miss Marple. « Bien sûr, les hommes comme ça, ils font bouger les choses. De l'argent dû, des promesses non tenues. J'ose dire que quelqu'un en a finalement eu assez. Comme c'est épouvantable, dit Miss Marple avec un léger frisson. Madame Price Ridley, sentant une oreille compatissante, se pencha plus près. J'ai entendu dire, murmura-t-elle, que Harding avait une relation avec Madame Crocombe. Madame Crocombe, fit écho Miss Marple. La veuve Crocombe était une femme riche d'une 60aine d'années, connue pour ses foulards aux couleurs vives et son caractère vif. Elle possédait plusieurs propriétés autour du village et contrôlait plusieurs poches, grâce à des prêts discrets et stratégiques. Madame Price Ridley hocha farouchement la tête. « Oh oui, des prêts, ont-ils dit, ou peut-être d'autres arrangements. De toute façon, ça s'est mal terminé. Une dispute publique dans le magasin du village, il y a 2 semaines. » Miss Marple la remercia gentiment, fit encore quelques remarques, fades sur les chrysanthèmes, et poursuivit son chemin. Son esprit était occupé, tissant des liens alors même que ses mains bougeaient paresseusement dans ses poches. Harding s'était disputé avec quelqu'un du coin. J'ai eu affaire à un avocat de Londres. Peut-être s'est-il mêlé aux finances de Madame Crocombe, ou pire à ses affections. De plus en plus, semblait-il, les eaux dans lesquelles Simon Harding avait marché étaient plus profondes et bien plus dangereuses que quiconque ne l'avait imaginé. En fin d'après-midi, on a appris que le rapport d'autopsie serait retardé de 2 jours supplémentaires. Des causes naturelles sont toujours suspectées, a informé le sergent Bridger au public avec lassitude, à l'extérieur du Blue Boar. C'était un baume pour beaucoup de gens du village. Il est plus facile de croire à la tragédie qu'à la méchanceté. Mais Miss Marple, qui rentrait chez elle dans le crépuscule naissant, ne ressentit pas un tel réconfort. Elle s'arrêta près de la place du village, regardant pensivement les restes démantelés du réservoir d'immersion. Un mécanisme simple. Cible, levier, trappe. Rien de sophistiqué, rien de caché. Pourtant, le moment se rejouait dans son esprit. Le corps de Simon Harding se détendait avant même qu'il ne touche l'eau. Elle revit la tension des villageois, la façon dont Madame Crocombe s'était éloignée du faïr très tôt, fulminante. La façon dont la jeune Evie avait trébuché pour partager des potins. Le regard nerveux que le sergent Bridger avait lancé à l'inspecteur lorsqu'il l'avait interrogé. Trop de monde, trop d'angles, et un petit détail vital qu'elle avait l'impression d'avoir vu, mais qu'elle n'avait pas encore compris, planait juste hors de sa portée. Patience, se dit-elle, ces choses doivent pouvoir venir naturellement. Tout comme les plantes vénéneuses de son jardin de campagne poussaient en silence avant de révéler leurs fleurs mortelles, la vérité sur la mort de Simon Harding allait également se dévoiler, et Miss Marple, avec toute sa douce persistance, l'attendrait quand cela arriverait. La nouvelle selon laquelle la mort de Simon Harding était pour le moment encore considérée comme une cause naturelle n'a pas apaisé l'esprit agité de Little Melfort. En fait, cela a eu l'effet inverse. La ligne officielle offrant si peu de choses, les villageois, avides d'excitation et de sens, ont commencé à construire leur propre récit avec une audace croissante. Et peu de temps après, un nom a commencé à faire surface, murmuré dans les coins, murmuré par-dessus les clôtures, évoqué entre 2 gorgées de thé. George Felton. George Felton était un nom bien connu à Little Melford, et pas toujours favorablement. Homme nerveux, au caractère colérique et à la langue plus vive, George avait été le voisin le plus proche de Harding. Leur jardin, séparé par une fine haie de buis, était redevenu un champ de bataille au cours des derniers mois. Felton, autrefois le conteur incontesté des réunions de village, s'était retrouvé éclipsé par les récits colorés
et la présence magnétique de Harding. « Et ce Felton ?» dit Madame Bantry avec un clin d'œil significatif à Miss Marple autour du café du matin au presbytère, n'a jamais pu supporter d'être le second derrière qui que ce soit. Miss Marple sourit faiblement. La fierté est une chose dangereuse. Ce n'était pas simplement de la fierté. George Felton, disait-on, avait prêté à Harding une modeste somme peu de temps après son arrivée pour des réparations urgentes à la cheminée en ruine du plongeur. L'argent n'avait pas été remboursé. Pire encore, Harding avait fait des plaisanteries sur la dette en public, réduisant les griefs légitimes de Felton à un sujet de moquerie. La fierté, oui, et de l'argent, deux ingrédients que l'on retrouve souvent bouillonnant ensemble dans la marmite du meurtre. Le sergent Bridger, pour sa part, entendit le nom de Felton avec un certain soulagement. « Je veux dire, » a-t-il expliqué à l'inspecteur Cray lors d'une conversation tendue à l'extérieur du poste de police, « c'est logique, monsieur. Querelle publique, différends financiers. Un homme comme celui-là pourrait perdre la tête. N'est-ce pas ?» L'inspecteur Cray, sceptique mais pratique, a accepté un entretien calme et informel. George Felton n'a pas attendu qu'on le vienne chercher. En milieu de matinée, il remontait lui-même le chemin menant à la gare, les joues rouges et la veste de travers. « J'ai entendu dire qu'on parlait de moi », aboya-t-il en frappant une main sur le bureau. « Eh bien, je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Juste une routine, monsieur Felton, » dit Bridger d'une manière apaisante en le guidant vers une chaise. « Aucune. »« Accusation n'est portée. » Felton renifla. « Assez d'accusations, si vous me le demandez. Village ne peut pas se cacher de quoi que ce soit. Oui, je lui ai prêté de l'argent. C'est stupide à faire. Mais le tuer, je n'en ai pas besoin. Vous vous êtes disputé avec M. Harding. »« Bien sûr que je l'ai fait, » cracha Felton. L'homme était un fanfaron insupportable. Il ne pouvait pas se taire. Mais si se disputer était un crime, la moitié du village serait au pilori. Bridger prit soigneusement des notes, mais intérieurement, il s'affaissa. Felton, malgré toutes ses fanfaronnades, semblait plus furieux que coupable. C'était à sa manière une défense. Et pourtant, pensa Miss Marple, en apprenant la nouvelle plus tard dans l'après-midi, parfois les coupables étaient précisément ceux qui semblaient trop en colère, trop indignés. Toujours. Elle mit cette pensée de côté, notée mais pas encore prouvée. Pendant ce temps, le village poursuivait son tri fiévreux des méchants potentiels. Dame Crocombe a été brièvement soupçonnée, compte tenu de ses prétendues relations avec Harding, mais elle, grande et impérieuse, balayait les demandes d'un geste de sa manche brodée. « Je n'ai rien à dire », déclara-t-elle à la porte de son salon parfumé à la rose, fixant Miss Marple d'un regard aussi froid que la tombe. « Rien du tout. » Un refus de coopérer. Mais un refus, Miss Marple le savait, n'était pas celui d'un meurtrier. Il y avait aussi M. Tilbury, le boucher, qui avait un jour expulsé Harding de son magasin pour s'être plaint bruyamment des coupes de viande de qualité inférieure. Et Madame Edgecombe, qui avait été vue en train de se disputer avec Harding à propos du bruit de ses visiteurs nocturnes. Mais dans tous les cas, Miss Marple se retrouva à remarquer la même chose. De l'irritation, du ressentiment, voire à l'aversion, mais aucun signe réel de peur mortelle ou de haine désespérée, jusqu'à ce qu'elle parle à nouveau à Ivy Baxter. C'était presque par accident. Miss Marple s'était rendue au bureau de poste dans le seul but de poster une lettre à son neveu Raymond, mais elle trouva Ivy inhabituellement pâle et nerveuse derrière le comptoir. « Est-ce que vous allez bien, ma chérie ?» demanda gentiment Miss Marple à Ivy, jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Oh oui, Miss Marple, juste occupée. » Miss Marple posa une main ferme sur le poignet de la jeune fille. « Parfois, il vaut mieux parler de choses qui nous dérangent. » Pendant un instant, Ivy hésita. Puis, précipitamment, elle dit « Monsieur Harding, il a menacé quelqu'un. »« Menacé ?» répéta doucement Miss Marple. Ivy hocha la tête, sa voix se transformant en un murmure. « Monsieur Felton, la semaine dernière,
J'étais en train de fermer la porte et je les ai entendus dehors, à côté du bureau de poste. Monsieur Harding a dit... Il a dit que si Monsieur Felton n'arrêtait pas de fouiner, il assurez-vous qu'il l'a regretté. Les avez-vous vus? Non, j'ai juste entendu des voix. Mais c'était elle, j'en suis sûr. Monsieur Felton a cette façon rauque de parler, et Monsieur Harding avait toujours l'air de rire à moitié, même lorsqu'il était en colère. Miss Marple l'a remerciée et a posté sa lettre. Elle rentra lentement chez elle, réfléchissant. Felton avait un mobile. Fierté, ressentiment, humiliation. Et maintenant ceci. Une menace proférée en public, entendue par un témoin. C'était suffisant. C'est plus que suffisant pour que la police agisse, soupçonnait-elle. Mais était-ce vraiment suffisant pour commettre un meurtre? Miss Marple, avec sa profonde et patiente connaissance de la faiblesse humaine, n'en était pas encore sûre. La colère peut s'enflammer puis s'éteindre sans danger. Un véritable meurtre, un meurtre véritable, froid et délibéré, nécessitait quelque chose de plus sombre. Un calcul, une volonté de détruire complètement et une raison qui, aux yeux du tueur, en valait la peine. George Felton, en puissance, était-il arrivé là? Ou était-il lui aussi une pièce d'un puzzle plus vaste? Un puzzle qui, jusqu'à présent, ne montrait que les moindres contours de sa sinistre solution. Ce soir-là, alors que la brume s'épaississait à nouveau sur le village, Miss Marple reçut un autre visiteur. C'était le jeune Tommy Greaves, le garçon qui avait lancé la balle de tennis, qui avait envoyé Simon Harding plonger dans le bac. À Dunk, il se tenait maladroitement devant le portail, la casquette tordue entre ses mains. « Miss Marple, dit-il, sa voix se brisant légèrement, puis-je vous parler ?»« Mais bien sûr, Tommy, dit-elle, en le faisant entrer avec un doux sourire. À l'intérieur, avec une tasse de cacao réchauffant ses doigts glacés, Tommy a laissé échapper son histoire. « C'est juste que ce n'était pas bien, a-t-il déclaré. Quand j'ai touché la cible, il n'a pas bougé, pas correctement, comme s'il allait déjà tomber. Et avant ça, j'ai vu M. Harding parler à quelqu'un, juste derrière la cabine. »« Parler à qui ?» demanda Miss Marple d'une voix douce comme du chardon. « Je ne sais pas, » dit misérablement Tommy. « Ils étaient dans l'ombre, mais ce n'était pas M. Felton, je le sais. » Miss Marple se pencha en arrière, son esprit bourdonnant. Une rencontre dans l'ombre. Un avertissement d'Ivy. Un village désireux de blâmer le voisin bruyant et évident. Mais le mal réel, elle le savait, était souvent plus discret. Ralentissez, cachez. Il y avait encore plus à cela que ce que l'on pensait, et elle le trouverait, si elle devait, suivre chaque ombre de Little Melford jusqu'au bout. Le lendemain matin, l'aube s'éclaircit, comme si le village, las de son anxiété collective, cherchait du réconfort dans un soleil printanier vif. Mais Miss Marple savait que le temps, comme les gens, faisait souvent preuve de courage alors que les problèmes couvaient en dessous. Au petit déjeuner, elle examinait attentivement ses notes. Un petit cahier bleu était ouvert à côté de son plateau à thé, ses pages remplies d'une écriture soignée et en boucle. George Felton, dette, querelle publique, menace entendue. Dame Crocombe, affaires financières, éventuels griefs personnels, personnage inconnu, vu près du stand de Dunk par Tommy Greaves en 3 lignes. 3 chemins. Mais une seule mènerait à la vérité. Et puis, alors qu'elle sirotait son thé, Miss Marple se souvint de quelque chose, un détail si mineur à l'époque qu'elle l'avait caché sans y penser. C'était la cabine du plongeur. Elle-même. Le mécanisme. Elle l'avait observé de près pendant la faillite. Le levier qui déclenchait le siège était simple, mécanique, entièrement visible. C'est du moins ce qu'il semblait. Et si ce n'était pas le cas? Les yeux de Miss Marple s'éclairèrent d'un intérêt soudain. Elle se leva aussitôt, récupéra son châle et se dirigea vers le green où les restes de la faillite jonchaient encore, l'herbe comme des jouets abandonnés après une partie oubliée. À l'extrémité du green, la structure du dunk tank avait été à moitié démontée. La cabine en bois penchait sur le côté, semblant plutôt abandonnée.
Une partie du mécanisme, une simple tige de fer reliée à la cible, gisait dans l'herbe. Miss Marple s'en approcha d'un pas prudent. Personne d'autre n'était. Là, elle se pencha, examinant les pièces métalliques d'un œil vif et exercé. Le mécanisme du dunk était la simplicité même, une ligne directe depuis la cible jusqu'au déverrouillage du siège. Frapper la cible avec suffisamment de force et le loquet éclate, laissant tomber le siège. Mais alors qu'elle examinait le loquet, ses doigts gantés effleurant légèrement le loquet, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un léger résidu, une sorte de trace cristalline et collante, recouvrait le loquet. Miss Marple le toucha doucement. C'était un peu collant, même après toutes ces heures passées en plein air. Colle? Non, pas tout à fait. Quelque chose de moins évident, plus cassant. Elle repensa à la façon dont Simon Harding s'était effondré, sans se battre, sans résister, comme s'il s'attendait à la chute, ou comme s'il était trop faible pour l'empêcher. Et une pensée, vive et lumineuse, lui vint à l'esprit. Falsification. Il ne s'agit pas d'un sabotage grossier, pas d'un simple bris du mécanisme, mais de quelque chose de plus subtil, quelque chose conçu pour provoquer un retard d'un instant, juste assez pour donner l'impression que Harding s'était effondré naturellement, plutôt que parce que quelqu'un l'avait assuré. Un petit piège, caché à la vue de tous. Elle se releva lentement, son cœur battant plus vite avec une excitation prudente. Qui penserait à une chose pareille? Qui en saurait assez? Ou s'en soucierait suffisamment pour planifier quelque chose avec autant de soin? Certainement pas George Felton, qui était plus du genre à agir avec une rage impétueuse qu'avec un froid calcul. Non, cela suggérait une toute autre sorte d'esprit, un esprit qui a comploté. Cela, regardez, c'est prévu. Et soudain Miss Marple en fut très sûre. Elle ne cherchait pas un moment de passion, mais un crime prudent et délibéré, un crime censé ressembler à un malheur. De retour au village, l'esprit de Miss Marple travaillait activement. Elle avait besoin de plus. Un plan aussi sournois a dû laisser d'autres traces. Elle repensa aux commentaires d'Ivy sur le colis qu'Harding avait envoyé par la poste, celui envoyé à un avocat à Londres. Un avocat. Peut-être, pensa-t-elle. Harding avait-il pris des dispositions, des arrangements qui avaient rendu quelqu'un suffisamment nerveux pour agir. Elle a décidé de rendre visite à M. Pritchard, l'avocat du village, un homme à l'esprit sec et une forte tendance à remarquer les détails manqués par les autres. Le bureau de M. Pritchard, niché entre la boulangerie et la quincaillerie, sentait le vieux cuir et la fumée de pipe. Il salua Miss Marple avec son mélange habituel de courtoisie et d'amusement. « Ah, Miss Marple !» dit-il en lui faisant signe de se diriger vers un fauteuil affaissé. « Toujours un plaisir. Qu'est-ce qui t'amène dans mon petit royaume poussiéreux ?» « Je me demandais, dit-elle gentiment, si vous saviez quelque chose sur les affaires de M. Harding, les affaires juridiques, bien entendu. » Pritchard haussa un sourcil hirsute. « Harding ? Très peu, en fait. Je ne suis jamais venu me voir officiellement. Mais j'ai entendu dire qu'il mettait de l'ordre dans sa maison, pour ainsi dire. Nouveau Testament et tout ça. Par l'intermédiaire d'une entreprise londonienne ? Demanda Miss Marple avec désinvolture. « Oui, je le crois. Des avocats appelés Martindale & Finch, assez réputés. » L'esprit de Miss Marple se tourna vers une nouvelle connexion, un Nouveau Testament. Bénéficiaire potentiellement changeant, potentiellement en colère contre quelqu'un. Elle remercia M. Pritchard et se leva pour partir, s'arrêtant seulement pour admirer la fougère en pot bien entretenue près de la porte. Une habitude qu'elle avait apprise désarmait même les interlocuteurs les plus méfiants. Au moment où elle rentrait chez elle, son esprit était en ébullition. Un testament, une mort subite, et les curieuses falsifications du Dunk Tank. Ensemble, ces éléments suggéraient un plan bien plus complexe qu'une rancune de voisinage. Miss Marple s'assit de nouveau à son bureau, ouvrant une nouvelle page de son cahier. Elle a dessiné un petit schéma Harding,
Nouveau Testament, bénéficiaire inconnu, Felton menacé, mais trop évident, Madame Crocombe, lien financier, relations secrètes, personnage inconnu derrière le stand, pas Felton, dunk tank trafiqué, planification minutieuse, son. Crayon tapota légèrement la page. Quelqu'un qui risquait de perdre ou de gagner selon les dernières décisions de Harding. Quelqu'un qui savait précisément comment agir sans être vu. Miss Marple ferma son carnet en un clin d'œil. Il était temps de lancer un petit test, un léger brassage des eaux, pour voir qui remonterait à la surface, car désormais, elle en était tout à fait sûre. À Little Melford, le tueur surveillait chaque mouvement. Et il n'avait aucune idée que Miss Marple, silencieuse et modeste comme une bouffée de pissenlit, refermait tranquillement le filet autour d'eux. Ce n'était pas dans la nature de Miss Marple d'affronter quelqu'un directement, du moins pas de la manière autoritaire préférée par certains détectives. Non. Sa force résidait dans le doux coup de pouce, la question innocente, l'apparence d'une curiosité inoffensive, jusqu'à ce que ses interlocuteurs, bercés par leur propre intelligence, révèlent involontairement la vérité et, ainsi une fois son plan élaboré, Miss Marple a soigneusement arrangé ses prochains mouvements. Son premier appel fut à Madame Crocombe. La veuve Crocombe, redoutable comme toujours dans un châle violet vif, reçut Miss Marple dans son salon, rempli de lourds meubles en acajou et d'un parfum persistant d'encaustique à la lavande. « Miss Marple, dit-elle avec une pointe d'impatience, s'il s'agit de ce malheureux incident, je n'ai rien à ajouter. J'ai dit à la police tout ce que je sais. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Oh, j'en suis sûre, chère Madame Crocombe. Je voulais simplement m'enquérir d'un petit sujet. Les projets récents de M. Harding. » Les yeux perçants de Madame Crocombe se plissèrent. « Quel projet ?» J'ai entendu un murmure, dit Miss Marple d'un ton léger, qu'il modifiait son testament. On se demande à qui il aurait pu choisir de bénéficier. Pas peut-être de vieux amis et bienfaiteurs. Il y eut une sensation d'oppression, une brève étincelle sur le visage poudré de Madame Crocombe. « Je ne le saurais pas, » dit-elle froidement. « Notre relation était entièrement cordiale. Les relations cordiales impliquent souvent de petits accords financiers, » dit gentiment Miss Marple. « Des prêts, par exemple, ou des promesses. » Madame Crocombe se raidit sur son siège. « Si vous insinuez... »« Je ne veux rien dire, » dit Miss Marple en se levant avec un sourire. « Merci pour votre temps. » En partant, Miss Marple pouvait sentir le regard de la femme lui percer le dos. Elle avait suscité quelque chose ici, de la peur, ou de la culpabilité, ou peut-être du ressentiment. Mais il restait à savoir si Madame Crocombe était capable d'effectuer un sabotage mécanique minutieux. Ensuite, Miss Marple a jeté son dévolu sur plus près de chez elle. La jeune Ivy Baxter avait semblé nerveuse, dès le début. Peut-être qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait admis. Miss Marple trouva Ivy en train de réapprovisionner les boîtes de lait concentrées du magasin du village, le visage pincé et pâle. « Ma chérie, » dit doucement Miss Marple, « je me demande si vous pourriez m'aider avec une petite chose. » Ivy laissa tomber une boîte de conserve avec fracas, ses joues devenant rouges vifs. « Oui, Miss Marple. Vous avez mentionné une fois, dit légèrement Miss Marple, que M. Harding avait envoyé un colis avant son accident. Je me demande, avez-vous remarqué quelque chose de particulier à ce sujet ?» Ivy hésita, tordant l'ourlet de son tablier. « Ce n'était pas n'importe quel colis, lâche-t-elle. C'était un coffre-fort, comme une petite boîte en métal lourd. Il était terriblement nerveux à ce sujet. »« Un coffre-fort ?» répéta Miss Marple, l'intérêt grandissant. Ivy hocha la tête. Il a dit qu'il devait arriver à Londres par courrier spécial, payer un supplément. Et après ça, il a semblé inquiet. « Oui, très, » murmura Ivy. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule. Miss Marple hocha la tête pensivement, un coffre-fort envoyé à un notaire, contenant probablement des documents importants, peut-être un Nouveau Testament ou la preuve de quelque chose,
que quelqu'un voulait désespérément garder caché. Et s'il était arrivé sain et sauf à Londres, alors le plan du tueur aurait dû être élaboré très rapidement. Miss Marple remercia Ivy en lui tapotant chaleureusement la main, la laissant légèrement moins terrifiée et un peu plus soulagée. Au crépuscule, un petit rassemblement spontané s'est formé à l'extérieur du sanglier bleu. La rumeur s'était répandue, selon laquelle la police avait l'intention d'interroger George Felton de manière plus formelle. Les villageois s'attardaient, comme des papillons de nuit autour d'une flamme, les yeux écarquillés par une peur avide. Miss Marple, se glissant tranquillement au milieu de la foule, observait tout. Elle vit Madame Edgecombe chuchoter férocement à Madame Bantry. Elle vit Monsieur Tilbury marmonner sombrement au révérend. Et elle vit Madame Crocombe, ses mains gantées serrées en poing, debout, rigide et regardant fixement la porte du commissariat. Intéressant, pensa Miss Marple. Très intéressant, en effet, car tandis que les autres affichaient la nervosité joyeuse de ceux qui regardent le drame se dérouler, Madame Crocombe dégageait quelque chose de plus froid. Pas la peur de Felton, mais la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Miss Marple se détourna et rentra chez elle d'un pas rapide. Il était temps d'agir. Ce soir-là, Miss Marple envoya une note polie à Madame Crocombe, l'invitant à prendre le thé le lendemain après-midi. Une invitation simple et inoffensive. Elle a également, avec désinvolture, fait en sorte qu'Ivy Baxter transmette certaines informations aux villageois lors de ses courses matinales. À savoir que le coffre-fort de Harding était arrivé à Londres, et que l'avocat l'avait déjà ouvert. L'effet était exactement ce que Miss Marple voulait. À midi, tout Little Melford bouillonnait de spéculations, et à 2 heures, Madame Crocombe apparut au cottage de Miss Marple, tremblante, pâle, sous son épais maquillage. Le thé fut servi, et Miss Marple discuta doucement de Rose, du temps qu'il faisait, et d'une recette particulièrement bonne de gâteau aux graines. Madame Crocombe toucha à peine sa tasse. Finalement, après un silence particulièrement long et pointu, la veuve laissa échapper « Miss Marple, j'ai quelque chose à dire. » Miss Marple se contenta d'un sourire encourageant. « J'ai prêté à Simon Harding une somme considérable, » dit Madame Crocombe, la voix tremblante, « contre sa parole qu'il me rembourserait, sur sa fortune ou sur le produit d'une opération de sauvetage qu'il a entreprise une fois. En effet, mais il ne m'a pas remboursé, et puis j'ai appris, par hasard, remarqué, qu'il avait l'intention de tout léguer à un cousin éloigné au Canada. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. Comme cela a dû être bouleversant. Le visage de Madame Crocombe se plissa. Ce n'était pas l'argent, c'était la trahison. Je l'ai aidé, Elle s'arrêta, les mains tremblantes si fort que sa tasse de thé cliqueta contre la soucoupe. Et ainsi, dit doucement Miss Marple, quelqu'un a agi. Je ne voulais pas qu'il meure. Madame Crocombe a pleuré. Je voulais seulement lui faire peur, le secouer un peu. Les yeux de Miss Marple ne quittèrent jamais le visage de la femme. Effrayer un homme comme M. Harding, dit-elle doucement, a toujours été un jeu dangereux. Madame Crocombe pleurait silencieusement dans son mouchoir, mais alors même que Miss Marple la réconfortait, son esprit se tournait. Madame Crocombe aurait pu vouloir un avertissement. Il aurait même pu altérer le stand, ou faire en sorte que c'est quelqu'un le fasse, mais la mort avait suivi. Et Miss Marple savait une chose avec certitude. Le véritable tueur n'avait pas agi uniquement par orgueil blessé. Non, il y avait quelque chose de plus. Un calcul, une froideur. Et quelqu'un, peut-être quelqu'un encore insoupçonné, était allé plus loin que quiconque à Little Melford n'osait l'imaginer. Les aveux de Madame Crocombe ont provoqué une vague dans les courants tranquilles de Little Melford, mais ils n'ont pas apporté la conclusion attendue par les villageois. Au lieu de cela, cela a aggravé le malaise sous-jacent. Car même si Madame Crocombe avait admis avoir tenté d'effrayer Simon Harding, ses larmes et ses mains tremblantes portèrent la marque d'une femme hors d'elle-même. Une intrigante peut-être, mais pas une tueuse. Miss Marple le savait. Ainsi,
lorsque le sergent Bridger annonça fièrement que la falsification de Madame Crocombe avait probablement conduit à un malheureux accident. Miss Marple se contenta de sourire poliment et attendit, parce qu'elle sentait aussi vivement qu'un chien sent une tempête que le véritable danger n'était pas encore passé. Le rebondissement suivant est survenu, comme cela arrive souvent, alors que personne ne le cherchait. C'était 3 jours plus tard, par une matinée fraîchement lavée par la pluie, que le jeune Tommy Greaves arriva en courant au cottage de Miss Marple, les joues rouges, les cheveux plaqués sur le front. « Mademoiselle Marple !» cria-t-il essoufflé. « Il faut venir vite. Ils ont trouvé quelque chose près de l'étang. » Miss Marple, se levant aussitôt, n'eut pas besoin d'autres explications. Dans un village comme Little Melford, quand quelque chose a été trouvé, c'était généralement quelque chose d'important. Elle suivit Tommy dans le chemin sinueux qui passait devant l'église et à travers les prés, ses jupes effleurant l'herbe, mouillées, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étang du vieux moulin à l'orée du bois. Là, un petit groupe de villageois se pressait, pointant du doigt et marmonnant. Dans les bas-fonds boueux, à moitié engloutis sous les roseaux gorgés d'eau, une petite sacoche en cuir était ouverte. Son contenu se déversait comme un nid d'oiseaux brisé. Des papiers détrempés, une boîte en fer blanc écrasée, et le plus accablant de tous, une petite pochette en velours, contenant plusieurs vieilles pièces d'or luisantes. Des pièces qui correspondaient aux histoires que Simon Harding avait racontées sur son Marseille salvage. Trésor. Un trésor réel et tangible. Miss Marple se pencha examinant les objets sans les toucher. L'inspecteur Cray, convoqué après son petit déjeuner au Blue Boar, fronça les sourcils devant la scène. « Qu'en pensez-vous, Miss Marple » demanda-t-il d'un ton presque respectueux maintenant. Miss Marple se redressa, le visage pensif. « Je pense, dit-elle lentement, que nous devons reconsidérer la cause de la mort de M. Harding. » Cray fronça les sourcils. « Tu crois toujours que ce n'était pas une cause naturelle ?»« Je crois, a déclaré Miss Marple, que Simon Harding avait quelque chose qui valait la peine d'être tué. Et maintenant, tout le monde le savait. La découverte du trésor a transformé l'affaire du jour au lendemain. Là où, auparavant, le village débattait de l'orgueil, des dettes et des sentiments blessés, maintenant il parlait ouvertement de avidité, trahison, vol. Les théories murmurées sont devenues folles. Harding avait été assassiné pour son or. Harding avait tout simulé. Quelqu'un d'autre avait trouvé le trésor en premier et brouillait les traces. Dans le Blue Boar, Madame Bantry déclarait haut et fort que Harding avait probablement été impliqué dans la contrebande depuis le début, tandis que M. Tilbury affirmait avec assurance que la police française allait forcément s'impliquer maintenant. Pendant ce temps, le sergent Bridger, l'air plus troublé que jamais, organisa une perquisition formelle. Dans le cottage de Harding, Miss Marple, observant la scène de côté, trouva tout cela plutôt tragique. Les villageois, avides d'excitation, déchirèrent la mémoire de Harding avec la même vigueur qu'ils avaient autrefois déchiré son personnage. Mais parmi le bruit tourbillonnant, une vérité est devenue claire. Le mobile du meurtre ne faisait plus de doute. Maintenant, la vraie question était, OMS avait agi en conséquence. La fouille du cottage de Harding a donné lieu à plus de questions que de réponses. La police a trouvé des cartes, du matériel de plongée, d'anciennes cartes marines, mais aucune indication claire sur quand ni comment le trésor avait été découvert. Les experts ont confirmé que les pièces étaient authentiques, des doublons espagnols du XVIIe siècle, provenant probablement d'une épave que Harding avait récupérée des années plus tôt. Et puis il y avait le testament manquant. Malgré des recherches exhaustives, aucune copie d'un Nouveau Testament n'a été trouvée parmi les effets personnels de Harding. Seulement un testament ancien et dépassé, laissant tout à un cousin éloigné que personne à Little Melford n'avait jamais rencontré. Miss Marple, assise tranquillement dans son cottage avec son tricot, tapait ses aiguilles ensemble en pensant. Le coffre-fort que Harding avait envoyé à Londres ne contenait donc pas le testament. Ou si c'était le cas,
quelqu'un s'était assuré qu'il n'arrivait jamais. Mais comment? Tard dans l'après-midi, Ivy Baxter revint voir Miss Marple, cette fois pâle de peur réelle. « Je ne savais pas quoi faire », avoua Ivy en se tordant les mains. « Il n'était pas là, pas quand il est arrivé. » Qu'est-ce qui ne l'était pas? Fairness demanda gentiment Miss Marple. « Le coffre-fort, » dit Ivy au bord des larmes. « Il est arrivé à Londres, mais les notaires ont dit qu'il était vide. La serrure a été forcée. » Le tricot de Miss Marple s'arrêta au milieu d'une maille. Forcé quelque part entre Little Melford et Londres, quelqu'un avait intercepté la boîte, enlevé son contenu et l'avait suffisamment bien refermé pour tromper un simple regard. Un travail professionnel, ou du moins une main exercée. « Et tu ne l'as dit à personne ?» a demandé Miss Marple. « J'avais peur, » murmura Ivy. « Ils ont dit de ne pas causer de problème, que cela devait être un accident. » Le front de Miss Marple se plissa. Qui avait dit ça? Le surveillant de la poste. Quelqu'un d'autre. Cela n'avait pas d'importance. Le fait demeure. Le coffre-fort. Et les secrets qu'il contenait avaient été volés. Et si Harding avait conservé des copies ou s'était confié à quelqu'un, cette personne pourrait également être désormais en danger. Ou pire, c'était quelqu'un qui l'avait fait. Taire? En rentrant chez elle ce soir-là à travers le village qui s'assombrissait, Miss Marple a soigneusement examiné ses faits. Simon Harding possédait un trésor, et peut-être la connaissance des autres personnes impliquées. Il avait préparé un nouveau testament ou document confié dans un coffre-fort. Le coffre-fort. Ça a été falsifié en cours de route. Harding est décédé peu de temps après, dans des circonstances suspectes. Cela indiquait une préméditation. Et pourtant, il manquait une pièce. Un détail qu'elle pouvait presque saisir, comme un visage aperçu à travers la brume. Souvenir de Tommy Greaves, d'une silhouette sombre près de la cabine de trempage. Quelqu'un d'assez proche de Harding, ou assez en colère, pour le tuer. Et puis, alors qu'elle passait devant le cimetière silencieux, une pensée la frappa si vivement qu'elle s'arrêta net. Celui qui a altéré le Dunk Tank doit y avoir eu accès au préalable. Pas pendant le chaos du faillir, mais avant, pendant les heures calmes de l'installation. Et qui était là, s'affairant, faisant semblant d'aider, se déplaçant sans être vu parmi les préparatifs? Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Elle les avait vus elle-même, n'est-ce pas? Un visage familier, une main serviable, un sourire trop large, trop empressé. Et soudain, elle comprit. Le filet se resserrait, et très bientôt, le meurtrier souriant du petit Melford n'aurait plus nulle part où se cacher. Le lendemain matin, Little Melford était aussi lumineux et animé que n'importe quel village ordinaire pourrait l'être, la surface de la vie quotidienne s'aplanissant rapidement sur les courants sombres en dessous. Pourtant, Miss Marple savait que quelque chose d'invisible persistait. Le véritable tueur est resté parmi eux, souriant, hochant la tête, pleurant avec les autres, mais observant et attendant secrètement. Miss Marple, alors qu'elle disposait son service à thé en argent sur une table recouverte de dentelle, savait qu'il était temps de se tromper. Après tout, elle avait vu le meurtrier. Pas l'acte lui-même, mais le comportement qui a suivi, le calme calculé, le faux chagrin, l'empressement à aider lors de la mise en place du Summer Fair, alors que personne n'y avait vraiment prêté attention, et c'est ainsi qu'elle a tendu son piège. Un petit thé convivial a été organisé, rien de trop grandiose, rien de trop formel. Juste le bon mélange de villageois qui avaient été proches de Simon Harding et surtout du meurtrier. Elle a envoyé ses invitations cet après-midi-là en main propre. Madame Bantry, Ivy Baxter, Madame Edgecombe, le sergent Bridger et, plus importante encore, Monsieur Peter Latimer. Peter Latimer, l'employé aux manières douces du conseil du village, avait aidé à organiser la fête d'été. Serviable, modeste, invisible, exactement le genre de personne que tout le monde négligeait, précisément le genre de personne qui avait une opportunité et, comme Miss Marple le soupçonnait maintenant, un mobile car Peter Latimer avait un père très malade, et de lourdes dettes murmuraient entre des mains polies. Des dettes que Harding avait découvertes
et menacé de révéler après une conversation entendue au Blue Boar. Miss Marple se souvenait de la présence enthousiaste de Peter lors des préparatifs de Fire, son accès au stand avant les festivités, ses propositions anxieuses de faire avancer les choses après l'effondrement de Harding, un homme qui avait besoin d'argent, un homme assez désespéré pour intercepter un coffre-fort, altérer un mécanisme simple et éliminer le seul homme qui se tient entre lui et le trésor. Maintenant, tout ce dont elle avait besoin, c'était d'une preuve, ou, à défaut, un lapsus révélateur. À 4 heures précises, ses invités arrivèrent. Le salon était lumineux et accueillant, le Museum Pigeon, parfum des scones frais emplissant l'air. Miss Marple présidait la théière avec son efficacité habituelle, versant et passant les assiettes avec l'air d'une hôtesse, dont la seule préoccupation était de savoir si la crème était suffisamment coagulée. Mais pendant tout ce temps, elle regardait. J'ai observé la façon dont Madame Bantry s'inquiétait avec sa serviette, la façon dont Ivy Baxter évitait le regard du sergent Bridger et, surtout, la façon dont Peter Latimer restait rigide sur sa chaise, souriant trop souvent, ses mains trop serrées autour de sa tasse de thé. La conversation a commencé de manière inoffensive. Discussion sur les rotations de fleurs dans les églises, le prochain match de cricket, les lamentations de Madame Edgecombe sur l'état du toit de la bibliothèque scolaire. Et puis doucement, Miss Marple a orienté la conversation vers le Summer Fair. « C'est vraiment dommage pour le pauvre monsieur Harding, » dit-elle avec un petit soupir. « Et si étrange, la façon dont il est tombé. » Tout le monde murmurait de manière appropriée, tous sauf Peter, qui émit un bruit tendu à mi-chemin entre un rire et une toux. Miss Marple, versant encore du thé, fit semblant de ne pas le remarquer. « On ne peut guère blâmer l'eau froide », a-t-elle poursuivi sans s'adresser à personne en particulier. « Eh bien, on m'a dit que M. Harding avait été plongé plusieurs fois auparavant, sans le moindre problème. » Peter posa sa tasse avec un tintement aigu. « Certaines personnes sont plus fortes qu'elles ne le paraissent, » dit-il rapidement. « Et d'autres, eh bien, des accidents arrivent. » Madame Bantry hocha solennellement la tête. « En effet. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à cette vilaine colle qu'ils ont trouvée sur le mécanisme. » La pièce devint tendue. « C'est très étrange, » dit Miss Marple, comme pour elle-même. Quelqu'un a dû le modifier pendant l'installation, alors que la cabine de trempage était encore sans surveillance. Peter eut un rire cassant. « Ça aurait pu être n'importe qui, a-t-il déclaré. Harding avait des ennemis, Felton, Madame Crocombe. Mais tu étais là, n'est-ce pas, Peter ?» dit agréablement Miss Marple. « J'aide avec les banderoles, juste à côté du stand. » Le sourire de Peter se figea pendant une fraction de seconde, un petit accroc, invisible pour la plupart, mais pour Miss Marple d'une éclatance éclatante. « Oui, mais beaucoup de gens l'étaient, » balbutia-t-il. « Bien sûr, » dit gentiment Miss Marple. « Et c'est si gentil de votre part d'offrir votre aide. C'est si facile d'oublier de petites choses dans tout ce chaos. » Peter se lécha les lèvres, ses doigts tambourinant sur son genou. Miss Marple sourit intérieurement. Le filet se resserrait. Après le thé, tandis que ses invités sortaient avec des adieux polis et des remerciements murmurés, Miss Marple a tenu à serrer chaleureusement la main de Peter. « Tu dois revenir bientôt prendre le thé, » dit-elle. Peter hocha la tête par saccades, puis s'enfuit presque dans l'allée du jardin. Miss Marple se tourna pour trouver le sergent Bridger, qui s'attardait maladroitement près de la porte. « Miss Marple, » dit-il en fronçant les sourcils, « pensez-vous vraiment que Peter Latimer... » « Je pense, » dit-elle, « que M. Latimer a de très bonnes raisons de vouloir que toute cette affaire soit oubliée. Et les preuves ? Presque prêt, dit-elle. Car même si le goûter avait été utile, ce n'était que la première partie du piège. La seconde était déjà en marche. Ce soir-là, sous la direction discrète de Miss Marple, le sergent Bridger fit en sorte qu'une nouvelle très particulière soit annoncée, haut et fort et négligemment au Blue Boar. « De nouvelles preuves arrivent de Londres, » dit le sergent,
assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Il semblerait qu'il ait trouvé des empreintes digitales sur le coffre-fort. Des empreintes digitales qui pourraient identifier celui qui l'a falsifié. C'était un mensonge, bien sûr, un risque calculé, mais Miss Marple savait que l'esprit coupable ne pouvait supporter l'incertitude. Effectivement, moins d'une heure plus tard, Peter Latimer a été vu faisant les 100 pas devant le pub, pâle et en sueur, marmonnant pour lui-même. À minuit, il était parti. Sa petite maison était vide. Une valise emballée à la hâte était abandonnée sur le lit, et Peter Latimer lui-même a été retrouvé tôt le lendemain matin, alors qu'il tentait de monter à bord du premier train sortant du quartier. Interrogé, il s'est effondré presque aussitôt. L'histoire dans son ensemble était sordide, mais pitoyable à sa manière. Peter avait découvert le trésor secret de Simon Harding quelques semaines plus tôt, après avoir entendu des vantardises ivres au Blue Boar. Craignant d'être exposé pour ses dettes et tenté par l'opportunité d'assurer son avenir, il avait trafiqué la cabine de trempage pour s'assurer que la mort de Harding semblait accidentelle. Il avait volé les documents du coffre-fort dans l'espoir de détruire toute trace de son crime. Il avait eu l'intention de vivre tranquillement par la suite, utilisant les pièces de monnaie pour rembourser les dettes de sa famille, sans jamais imaginer que le village découvrirait la vérité. Je ne voulais pas qu'il meure, pas comme ça, a sangloté Peter lors de ses aveux. C'était juste censé être un accident, une erreur. Miss Marple, convoquée par le sergent Bridger pour entendre le récit final, se contenta de secouer tristement la tête. « C'est souvent le cas, » dit-elle doucement. « La frontière entre méfait et meurtre est bien plus mince qu'on ne le pense. » Ainsi, Little Melford retrouva enfin une paix fragile. On ne parlait du Summer Fair qu'à voix basse. Le trésor de Simon Harding a été réclamé par des parents éloignés. Peter Latimer a été emmené pour faire face à la justice. Et Miss Marple, comme toujours, reprit son tranquille tricot, contente que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, ait été révélée. Pourtant, au fond de son cœur, elle savait que la nature humaine, à l'image des eaux profondes que Simon Harding avait autrefois explorées, était sombre et dangereuse sous sa surface calme, et il y aurait toujours une autre ombre, un autre secret attendant d'être découvert. C'était la coutume à Little Melford, après tout événement d'importance communautaire, qu'il s'agisse d'un scandale, d'un mariage ou d'un meurtre, de tenir une réunion de village sous le regard aimable mais légèrement désapprobateur du révérend Calthorpe. Ainsi, 2 jours après l'arrestation de Peter Latimer, la salle paroissiale était à nouveau remplie. Des villageois perchés sur des chaises en bois, l'air chargé, de l'odeur de la laine humide et des bonbons bouillis. Les visages étaient tendus d'attente. Ils avaient besoin d'une explication, d'un rapprochement des fils emmêlés qui avaient tant perturbé leur petit monde ordonné. Miss Marple, qui était assise près du devant, n'avait aucune autorité formelle pour prendre la parole lors de la réunion. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, alors que les murmures s'apaisaient et que les têtes se tournaient dans l'expectative, ce fut sa voix claire et sans hâte qui s'éleva la première. « Si je peux, » dit-elle doucement, croisant les mains sur ses genoux, « je pense qu'il serait utile d'expliquer les choses telles qu'elles se sont réellement produites. » L'inspecteur Cray, debout près de la porte, hocha solennellement la tête. Le sergent Bridger, carnet à la main, semblait à la fois soulagé et légèrement impressionné. Les yeux de Miss Marple balayèrent la pièce, passant par-dessus l'agitation anxieuse de Madame Bantry, les lèvres pincées de Madame Edgecombe, le regard large et craintif d'Ivy Baxter, et se posèrent enfin sur les visages de ses concitoyens du village. Impatients, méfiants, vulnérables. Elle commença, comme toujours, par les faits. « Il est tentant, a-t-elle déclaré, d'imaginer les crimes comme des événements soudains, des accès de rage, des accidents passionnels. Mais la vérité était que la plupart des meurtres, comme la plupart des méfaits, sont des actes soigneusement planifiés. Il y eut une ondulation dans la foule, continua-t-elle, la voix calme. Simon Harding est arrivé à Little Melford avec un passé, des histoires de trésors, de récupération.
Beaucoup le considéraient comme un fanfaron. Rares étaient ceux qui soupçonnaient que certaines de ces histoires étaient un vrai. Elle fit une pause permettant aux mots de s'imprégner. M. Harding avait en effet récupéré des objets de valeur pendant son séjour à l'étranger. La découverte des pièces d'or à l'étang l'a rendu évident. Il avait l'intention, je crois, de protéger sa nouvelle fortune en rédigeant un Nouveau Testament qui, semble-t-il, a déplu à certaines parties. Il y eut des exclamations murmurées. Miss Marple a continué. Le coffre-fort qu'il a confié à la poste contenait soit ce testament, soit des documents s'y rapportant. Mais il n'est jamais arrivé à destination intacte. Quelque part au cours de son voyage, il a été falsifié, forcé, et son contenu volé. Par qui? Appela M. Tilbury par derrière. Miss Marple sourit légèrement. Par quelqu'un avec à la fois un motif et une opportunité. M. Peter Latimer. Un halètement retentit dans la pièce. Madame Bantry serrait ses perles de façon dramatique. Peter, dit doucement Miss Marple, était dans une situation financière désespérée. Les factures médicales de son père, ses propres dettes, des pressions croissantes. Il a entendu M. Harding se vanter de ses richesses cachées. Il a vu dans ce coffre-fort non seulement des documents, mais sa chance de salut. Un lourd silence tomba. Mais le vol seul ne suffisait pas. M. Harding restait un danger. Il pouvait exposer la situation de Peter. Pire encore, il pouvait encore rédiger un Nouveau Testament. Alors, Peter a agi. La voix de Miss Marple, bien que douce, traversait l'air comme un couteau. Il a altéré le mécanisme de la cabine de trempage. Pas au point qu'il échoue complètement, mais suffisamment pour que l'effondrement de M. Harding semble naturel. Choc dû au froid, excitation, à toutes des causes plausibles. Elle vit les visages stupéfaits devant elle et continua. « Lorsque j'ai examiné le mécanisme du réservoir de Dunk, a-t-elle déclaré, j'ai trouvé des traces d'une substance cristalline et cassante, de la résine, probablement, appliquée avec soin sur le loquet de déverrouillage. Assez pour assurer une réaction retardée, un raidissement qui pourrait apparaître comme une défaillance mécanique. » Le sergent Bridger griffonnait furieusement dans son carnet, même si Miss Marple soupçonnait qu'il ne faisait que faire des mouvements. Le pauvre homme était sans aucun doute dépassé par l'audace tranquille du crime. « Et Madame Crocombe » demanda brusquement Madame Edgecombe. Miss Marple inclina la tête. La culpabilité de Madame Crocombe était d'une autre nature. Elle a altéré la réputation de Simon Harding, peut-être dans le but de l'effrayer et de le pousser à se soumettre. À cause de dettes impayées, elle ne l'a cependant pas assassiné. Il y eut un petit reniflement provocateur venant du coin où Madame Crocombe était assise rigidement, une plume d'autruche fanée tremblant dans son chapeau. Miss Marple a continué. « Et George Felton ?» demanda quelqu'un d'autre. « Simplement, un bouc émissaire commode », a déclaré Miss Marple. Il s'est disputé publiquement avec Harding et a ainsi attiré les soupçons, mais il lui manquait le froid calcul nécessaire pour ce crime. Il y eut un grognement de Felton lui-même, qui croisa les bras comme pour défier quiconque de contredire. « Et le coffre-fort » demanda le révérend Calthorpe en se penchant en avant avec sérieux. Miss Marple sourit. « Ah, oui. Une fois que Peter Latimer a volé les documents, il a cru qu'il était en sécurité. Mais lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le coffre-fort pourrait révéler la vérité, il a paniqué. Sa tentative de fuite a été sa perte. « Et le trésor » lança Tommy Greaves près de la porte. Le sourire de Miss Marple devint mélancolique. « Le trésor sera restitué aux héritiers légitimes de M. Harding, » a-t-elle déclaré. Mais que cela leur apporte du bonheur est une toute autre affaire. La richesse entraîne si souvent le chagrin à sa suite. Il y eut une longue pause réfléchie. Enfin, le révérend se leva en lissant sa soutane. « Merci, Miss Marple, dit-il chaleureusement. Comme toujours, vous avez apporté de la clarté là où régnait la confusion. » Un murmure d'accord s'éleva. Miss Marple, ressentant un léger sentiment de satisfaction, se leva également et ajusta son chapeau.
Mais, a-t-elle déclaré, alors que les villageois recommençaient à s'agiter et à bavarder, nous ne devons pas laisser cet événement nous rendre cyniques. Little Melford doit rester, une communauté où la confiance est notre plus grand trésor. Sa voix s'adoucit. Mais nous devons aussi nous rappeler que le mal n'est pas toujours un spectre hurlant à la porte. Le plus souvent, il s'agit d'un voisin souriant, d'un coup de main, d'une âme tranquillement désespérée, qui fait des choix qui, étape par étape, mènent à la tragédie. Il y eut un sombre silence. Et puis, tranquillement, la réunion s'est dispersée. Alors que Miss Marple rentrait chez elle sous le ciel doux du soir, la brume du début du printemps s'enroulant à travers les haies, elle s'accorda un rare moment de réflexion. La nature humaine, pensait-elle, trouverait toujours le moyen de la surprendre. Sous les visages les plus doux, les sourires les plus inoffensifs se cachent les mêmes motifs enchevêtrés, les mêmes vieux péchés, l'avidité, la peur, la fierté. Tout cela est aussi constant que les saisons, et c'était son don particulier, son tranquille fardeau. De voir ces choses quand les autres préférèrent détourner le regard. Miss Marple resserra son châle autour de ses épaules et sourit intérieurement. Il y aurait toujours un autre secret, une autre énigme, une autre eau profonde à explorer. Et elle, Jane Marple de St. Mary Mead, et maintenant de Little Melford, serait prête. Toujours. Le printemps avançait, comme toujours, à Little Melford. Les dernières brumes du début mai se sont dissipées, remplacées par la fraîcheur verte du mois de juin. Les jardins ont fleuri. Les abeilles bourdonnaient assidûment dans les haies, et le village, comme les villages ont l'habitude de le faire, s'est mis à oublier les désagréments avec toute la joie délibérée qu'il pouvait rassembler. Le summer, fer si tragiquement marqué par la mort de Simon Harding, était rangé dans les mémoires. Le réservoir de Dunk a été discrètement démonté et vendu à la ferraille. Plus personne ne parlait de pièces d'or ou de fortunes perdues, du moins pas en public, mais les chuchotements privés, tels des ruisseaux souterrains, continuaient leur cours. Madame Bantry a dit à tout le monde dans son club de bridge que c'était l'excitation du trésor qui avait conduit le jeune Peter à la folie. Madame Edgecombe, plus amèrement, a blâmé les temps modernes et les mœurs lâches. Même le révérend Calthorpe a prononcé un sermon sévère lors de son prochain culte du dimanche, mettant en garde contre le culte de Mammon et la pourriture de l'envie dans le cœur humain. En bref, la vie est revenue à la normale, en surface. Mais pour Miss Marple, cela n'a jamais été aussi simple. Par un beau mardi matin, Miss Marple était assise dans son jardin, taillant les roses d'une main prudente. Dolly Bantry arriva juste après 11 heures, franchissant le portail avec l'air de quelqu'un qui s'était à peine contenu assez longtemps pour paraître poli. « Ma chère Jane, » dit-elle en se laissant tomber sur le banc à côté d'elle, « vous devez me dire, étiez-vous jamais vraiment incertain ?» Miss Marple coupa une fleur et sourit. « On est toujours incertain, chère Dolly, jusqu'à la preuve finale. Les êtres humains sont des créatures. Tellement compliqués, ils trompent non seulement les autres, mais aussi eux-mêmes. » Madame Bantry frissonna légèrement. « Imaginez-le, Peter Latimer, tranquille. J'aurais dû le croire incapable de marcher sur une fourmi. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, dit doucement Miss Marple, jusqu'à ce que le besoin devienne suffisamment grand. » Madame Bantry secoua la tête avec incrédulité. Pourtant, tué pour un trésor. Miss Marple posa ses ciseaux et croisa les mains sur ses genoux. « Il s'agit très rarement du trésor lui-même, a-t-elle déclaré. C'est la peur de la honte, de la ruine, de l'impuissance. Le pauvre Peter se noyait bien avant d'avoir vu ses pièces d'or scintiller sous les comptes de Simon Harding. » Madame Bantry soupira lourdement. « C'est un monde épouvantable. » Miss Marple pencha la tête, pensivement. « C'est un monde humain, Dolly, plein de folie et de peur, mais aussi de gentillesse, si nous choisissons de le voir. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, le seul bruit étant le doux bourdonnement des abeilles et le tintement lointain d'un chariot à lait.
Cet après-midi-là, Miss Marple reçut une petite lettre, soigneusement adressée avec une écriture soignée et inconnue. C'était de Martindale & Finch, les avocats de Londres. À l'intérieur, une note polie la remerciait pour ses efforts en faveur des autorités. Il contenait également une copie du dernier testament non signé de Simon Harding. Après tout, récupéré dans les effets de Harding à Londres. Le contenu était simple et frappant. Simon Harding avait l'intention de léguer l'essentiel de sa fortune récupérée non pas à un cousin éloigné, ni à une nouvelle connaissance, mais à une fondation caritative pour l'éducation et l'amélioration des enfants des familles de marins. Miss Marple lut le document 2 fois, le cœur se serrant. Pas d'héritage gourmand, pas de bénéficiaire secret. Harding, malgré toutes ses histoires vantardes et ses manières grossières, avait prévu de faire quelque chose de bien, peut-être pour équilibrer son propre passé coloré. Et ce faisant, il avait scellé son destin. Cette révélation lui pesa lourdement alors qu'elle se promenait le soir dans le village. Elle passa devant la maison vide où vivait Peter Latimer. Le jardin commençait déjà à devenir sauvage. Des roses sans entretien s'étalaient dans l'allée, du lierre rampait sur les cadres des fenêtres. Une pancarte avait été martelée sur le portail d'entrée, « Propriété à louer ». Miss Marple fit une pause, réfléchissant. Il existe de nombreuses sortes de trésors, pensa-t-elle. Le genre évident et scintillant, et les trésors plus discrets de décence, de pardon et de compassion. Simon Harding avait trouvé le premier. Peter Latimer, tragiquement, avait perdu ce dernier. Au cimetière, Miss Marple s'arrêta de nouveau. Son regard balayant les pierres moussues, elle se surprit à penser à Simon Harding, bruyant, rieur, secret. Un homme qui avait vécu de manière aventureuse, qui avait risqué les eaux profondes, pour finalement trouver sa fin dans un baril d'eau peu profonde, dans un village anglais endormi. La vie, pensait-elle, était pleine d'ironie. Miss Marple se pencha et cueillit une petite fleur sauvage qui poussait au pied du mur de pierre, une délicate Véronique bleue, si facilement écrasée sous les pieds et pourtant si têtue dans sa croissance. Elle la posait tranquillement au pied de la pierre tombale fraîche et simple qui portait le nom de Simon Harding. Un petit geste privé, pas d'approbation peut-être, mais de compréhension.